I saw whatever the evening show was, 7:30 or 8 o'clock or 8:30, whatever the deal was. I saw the Friday evening show at the Chinese Theater of The Matrix on the Friday that it opened. Not the Saturday, not the Sunday, the Friday. You could go to the Chinese in 1999 and not get mobbed? Oh, yeah. Yeah. Oh, you can get mobbed. Somebody might ask you for an autograph and everything, and they make a little bit of fuss of you, but then they're there to see the movie, so they all calm down. So I remember the place was jam-packed. It was jam-packed, and there was a real electricity in the air. It was really, really exciting. And part of the reason we were there wasn't because we read reviews. It was because the TV spots, and it was even more the TV spots than the theatrical trailer. The TV spots really kind of turned the audience on. It made us all want to see that movie this opening weekend. So it was the TV spots that really kind of put all those asses into those seats on Friday. And there was that certain electricity that was in the air that was going on. We were all waiting for it to start. But then this thought hit me that was really kind of profound. And that was, it's easy to talk about the Matrix now because we know the secret of the Matrix. But they didn't tell you any of that in any of the promotions, in any of the big movie trailer or any of the TV spots. So we were excited about this movie, but we really didn't know what we were going to see. We didn't really know what to expect. We did not know the mythology at all. I mean, at all. We had to discover that. And so there was this moment of me realizing how excited everybody was for what was going to happen, but we really didn't know anything. And I was like, God, can you imagine the idea of turning an audience on so much that they're there, loaded for bear, full of piss and vinegar on the Friday that the movie opens, but we don't really know what we're excited about. We don't really know what's going to happen. And then that movie happens. It was a profound experience. And I had enough foresight to put the thoughts together before the lights went down. The movie takes place in another time and another place with unbelievable visual and special effects. The Matrix is a science fiction film, but it's also an action adventure film. You see things that are fantastic. And you say, well, wait a second, that's impossible. Freeze it. When they explained to me the kind of movie that they were trying to make, I got really fired up about it because nobody's made this kind of movie before. Synthesizing evolution, acting in the construct, giving flesh to a cartoon, soul to a machine. The movie takes place somewhere in the distant future. It is a time when computers rule the world. You have a world of people who believe they're real, but actually they're not. They're living inside a computer program, and there are a number of other people within that who are trying to liberate those people from their captivities. It's about the idea we take everything for granted. And then other times it feels like it's about hope and love and belief. It's about robots versus kung fu. And there's some crazy action. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui encore un nouveau sujet sur la Matrix, le premier film, le deuxième film de Wachowski qui pour moi est devenu un chef-d'œuvre du cinéma. Hein. Ça, c'est maintenant un classique de l'histoire du cinéma. S'il y a eu un avant et un après ce film, même pas seulement dans le film en tant que tel, mais dans la conception de ce que ce film a été, il a complètement révolutionné
le film de science-fiction et le film aussi, le film de science-fiction, le film d'action, beaucoup de choses, des trucs, comment les Wachowski ont montré comment on pouvait faire un film d'action et de science-fiction tout en étant divertissant et tout en étant aussi profond et intéressant. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire ce que je rappelle souvent ça avec mon collaborateur Aina, le divertissement intelligent. Non pas qu'il y a un divertissement débile, mais le divertissement de que Matrix a été. Ce deuxième film des Wachowski, qui est sorti en 99, parce qu'ils avaient déjà un premier, ça, on le connaît moins, on le connaît un peu moins. Le grand public le connaît un peu moins, mais c'est aussi un film, je voulais même faire un sujet sur ça, mais je me suis dit, bon, je le fais sur Matrix et autres et tout, ça va être beaucoup plus sympa de le faire. Je ne vais pas faire sur la trilogie Matrix, parce que je pense que sur la trilogie Matrix, il y a des sujets qui ont été mieux traités comme ça, et je pense que je pourrais pas avoir le niveau pour faire un sujet comme, par exemple, Durandal qu'il avait fait il y a quelques années, il y a de cela 10 ans, qui a fait pour moi la meilleure review de la trilogie Matrix. C'est pour moi la meilleure review jusqu'à aujourd'hui, je la regarde encore, c'est une review de dingue. Il t'a expliqué vraiment ce qu'a été cette saga là. Et voilà quoi, ce film là, c'est un film qui a défini complètement c'est un film très important pour moi, hein. C'est un film je dois avouer que si j'ai aussi le mindset que j'ai là, c'est à cause de ce film, hein, parce que ce film-là a réussi à construire un peu ma personnalité. Parce que en gros, Matrix, c'est tout, ça parle de quoi? Ça comme un peu tous les films de Wachowski, même dans Bound, déjà le premier. Je voulais faire une review sur Bound. Je me suis dit que c'est mieux de faire celui de Matrix. Je crois que je me suis déjà répété sur ça. Bound, déjà aussi parlait de ça. Les films de Wachowski, en général, c'est des films sur des gens qui essaient de s'émanciper d'un système. C'est-à-dire, dans les films de Wachowski, tout le thème tourne toujours autour des personnes qui essaient de trouver leur voie. Et leur voie dans un système qui essaie de les mettre dans des boîtes, dans des, on appelle ça dans des clichés, dans des box, quoi, comment on dit un peu là. Put in a box, comme ils disent souvent en anglais, là. Et la plupart des films de Wachowski et autres, et Matrix, c'est le film qui a su bien le faire et tout. Déjà qui s'inspire énormément de l'allégorie de la caverne de Platon dans sa structure. Et c'est vrai que j'avais fait un sujet aussi sur ça, sur Matrix, Dark City et Truman Show, qui s'inspire des trois de l'allégorie de la caverne de Platon. Si on ne l'avait pas pu encore aller regarder. Mais ce que j'adore avec ce film-là, c'est pas seulement le divertissement, c'est tous les trucs philosophiques. C'est-à-dire que juste, même quand tu le regardes encore maintenant, il y a des petits détails encore que tu commences à remarquer et autres et tout là. Parce que ce qui est génial un peu dans Matrix, c'est que même, ce qui est génial là-dedans, c'est que même dans le discours un peu anticapitaliste, que ça renvoie, le discours un peu d'une peur, un peu d'une société qui finit un peu dans, comment on appelle ça, dans une robotisation. Et quand on voit la montée de l'intelligence artificielle, on se rend compte que des films comme Terminator 2 et des films comme Matrix commencent à avoir raison sur comment l'avenir est en train de tourner. Par exemple, là, notre société, on est beaucoup plus, on va dire qu'on est beaucoup plus connecté sur nos réseaux sociaux que dans la vie humaine. Déjà, on vit déjà dans une matrix. Le fait d'être connecté tout le temps sur Instagram, Facebook et autres et tout, est devenu notre matrice. Et quelque part, un peu, le film a été, comment on appelle ça, prémonitoire sur ce truc-là. Et ce qui est marrant aussi de se dire, dans sa conception, c'est que parmi les acteurs qui étaient prévus, un des premiers acteurs qui était prévu et dont on avait designé le rôle de Neo, c'était l'acteur Brandon Lee. C'est-à-dire que l'acteur Brandon Lee, c'est pour ça que vous voyez le storyboard, si vous voyez le Neo de storyboard, il a des longs cheveux et tout. C'est parce que celui qui était prévu à la base, c'était Brandon Lee. Et c'est tragique un peu de voir que sa mort lui a
pas permis un peu d'avoir été sélectionné par les Wachowski qui avaient pensé à lui à la base pour jouer, que le rôle était écrit pour lui. Puis, on avait pensé à Will Smith, parce que Will Smith, on le voyait déjà bankable. Je trouve un peu que le choix de Will Smith aurait été un peu, pas judicieux un peu, parce que Will Smith, c'est un peu, dans sa, le personnage ne pourrait pas créer une sorte d'empathie un peu. Surtout le Will Smith des années 90 qui avait des images, de trucs, c'est lui qui a refusé pour jouer dans Wild Wild West. C'était un mauvais choix un peu de sa part. Puis, c'est tombé sur Keanu Reeves qui est pour moi, le visage de Neo, comme The One, Neo qui est le Jésus cybernétique censé sauver l'humanité qui est emprise par les machines. Et tellement de trucs philosophiques dans ce film, tellement de trucs, et même pas les références même à l'animation japonaise. Je pense que c'est le film où tu vois clairement l'impact de l'animation japonaise. Je pense même que c'est le premier film hollywoodien où tu vois l'impact de l'animation japonaise dans sa structure. On peut parler, beaucoup de gens ont parlé de Ghost in the Shell par rapport à justement le truc sur le verre, mais on peut parler aussi beaucoup des films un peu moins connus un peu du grand public, un peu comme des films un peu moins connus un peu du grand public, un peu comme Megazone 23. Megazone 23 un peu est un chef-d'œuvre de l'animation japonaise un peu qui n'a pas forcément eu de succès, qui est sorti en VHS et tout, mais qui se base un peu sur la même structure de l'allégorie de la caverne, un peu. L'allégorie de la caverne de Platon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est justement quand un personnage sort justement de la caverne, il voit la réalité. C'est-à-dire, il est dans le soleil, il voit la réalité et il essaie de montrer aux autres un peu que non, la réalité qu'on nous montre, elle est fausse, la véritable réalité, elle est ici, là. Et ainsi de suite. C'est la même chose que il se passait dans ce manga, la Megazone 23, qui a la même structure de scénario. Et beaucoup aussi d'aspects un peu sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo a été énormément important dans la structure un peu des effets spéciaux. Surtout quand tu vois que ils étaient très fans, les Wachowski étaient très fans du jeu Super Mario, parce que c'est Super Mario qui les a donné un peu l'idée de la 3D qu'on a vu là. Le Super Mario 64 là, si vous vous rappelez un peu l'idée de la 3D, ils ont utilisé la même technologie et l'influence aussi du cinéma hongkongais. Le cinéma hongkongais de John Woo, ses entrées stylistiques, ses entrées classieuses et aussi les codes de l'Heroic Bloodshed vraiment de John Woo et Ringo Lam là, avec le double flingue comme vous voyez là, qui est très référencé à des chefs-d'œuvre un peu de John Woo comme The Killer et j'en passe. C'est l'histoire, c'est de quoi? Bon, il faut raconter. Un jeune informaticien se fait contacter par un pirate qui s'appelle Morpheus et ce jeune informaticien, on l'amène et il se rend compte par justement ce Morpheus là qui lui révèle que le monde dans lequel il est né, c'est pas le vrai monde, que c'est un monde cybernétique créé par les machines qui ont gagné la guerre depuis plus de 100 ans et qu'ils font partie d'une résistance pour ramener l'humanité au centre de la Terre. En gros, Neo est censé être le sauveur de l'humanité perdu par les machines, complètement esclavagisé par les machines. Et en gros, je résume un peu pour vite faire, mais c'est un peu ça. Et c'est un chef-d'œuvre ce film. C'est-à-dire qu'il ne vieillit pas, par sa structure de scénario, il ne vieillit pas par sa bande son géniale de Don Davis, il ne vieillit pas par son interprétation très posée de Keanu Reeves et de Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano qui est le spécialiste des personnages agaçants un peu dans les films, parce que lui ses rôles, il a toujours joué ça, il jouait déjà dans un film de Wachowski qui s'appelait Bond, et je l'aimais même beaucoup aussi dans un film de Paul Brickman là. J'ai attaché le donc j'essaierai de faire un sujet sur ça qui s'appelle le film de Tom Cruise là. Comment ça s'appelle encore? Risky Business aussi, qui est un film aussi qui parle beaucoup de capitalisme aussi. Les Wachowski ont réussi à changer le cinéma comme ça. Et surtout aussi quand tu vois les quand tu regardes l'équipe et quand tu regardes comment ça s'est structuré, et ça a changé aussi dans la manière de fonctionner dans les films d'action. Les films d'action à Hollywood, parce que là, on a pu voir
C'est-à-dire que c'est là où, pour les chorégraphies, ils étaient partis chercher ce mec-là, comme il s'appelle, Yuan Peng, qui était un réalisateur, chorégraphe, un peu, surtout des premiers films un peu de Jackie Chan, un peu là. Je me rappelle de Jackie Chan, de John Woo, de trucs, pour pouvoir faire ces chorégraphies avec les véritables acteurs. Au lieu de prendre beaucoup plus des doubleurs, de prendre à 70%, 80% les acteurs. Donc, ce qui fait que les acteurs étaient entraînés 6 mois, 7 mois avant le début du tournage des films pour pouvoir les familiariser un peu avec les coups des arts martiaux qu'ils font. C'est pour ça que c'est aussi réaliste, c'est aussi bien fait, parce que ils ont pris Yuan Peng est venu apporter ce style-là. C'est pour ça qu'il y a cet aspect un peu du cinéma hongkongais dans ce film-là, dans le style et aussi dans les chorégraphies. Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur Matrix. C'est un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. C'est un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Ça n'a pas vieilli du tout. C'est toujours au temps actuel. Et même si je trouve que les suites sont un peu trop insultées à mon goût, alors que je trouve qu'elles sont excessivement bonnes, les suites sont excessivement bonnes. J'aime la trilogie Matrix. La trilogie Matrix est excellente. Même si le premier regarde toujours le charme, parce qu'il faut se rappeler le contexte quand tu l'as vu. C'est ce qui a emballé autour de l'époque, ce qu'il a représenté un peu pour l'époque et pour la suite un peu du cinéma hollywoodien un peu dans les années 2000 après, parce que ça a eu un impact sans précédent. Je vous conseillerais pour ceux qui l'ont pas vu d'aller encore le regarder. Et oui, il y a même un truc là, ce qui m'a permis de me faire mon sujet là, c'est quand à un moment donné, j'étais en train de regarder la scène que vous voyez là, et de me rendre compte comment aussi il y avait des dénonciations de white suprémacistes dans Matrix et les white suprémacistes et police brutale, les violences policières. Parce que quand on voit un peu le personnage de Morpheus qui est en train de se tabasser là, comme on le voyait sur la vidéo, c'est véritablement en référence, j'ai vu ça, c'était une référence à comment on appelle ça, au truc de Rodney King qui s'était fait tabasser en 91 et qui avait provoqué un peu les tirailleurs de Los Angeles. Là, il y a une référence à ça. Si vous remarquez bien, tous les personnages caucasiens blancs sont méchants, mais les personnages qui ont une peau beaucoup plus basanée et qui viennent un peu d'autres cultures ne sont pas forcément, sont toujours dans le camp de la rébellion un peu. Donc tu peux voir déjà dans ce fait-là, dans ce petit détail-là, la critique du white suprémaciste, et tu peux voir aussi les types de violence policière, un peu comme on pouvait le voir un peu avec la référence de Morpheus qui s'est fait tabasser là à des policiers comme Rodney King l'a eu. Moi, je pense que ce sera tout pour moi, pour du tout, Matrix. Si vous l'avez pas vu encore, allez le regarder. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.